Bonjour à tous, c'est Helios et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du chapitre 60 du manga Dragon Ball Super. Chapitre 60 intitulé L'erreur de calcul de Mérus donc, qui avait la tâche de monter le niveau d'un cran après un dernier chapitre qui avait énormément divisé la communauté. La mission a-t-elle été accomplie? Nous allons attaquer les événements dans l'ordre chronologique de ce chapitre et je vais vous donner mon avis sur chaque point que j'ai noté. Donc le chapitre commence avec le combat Goku-Moro, qui nous avait laissé un petit goût amer à la fin du dernier chapitre, parce qu'il était pas aussi épique que ce au quoi on aurait pu penser. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que niveau mise en scène, déjà, c'est déjà beaucoup mieux. La mise en scène et même le dessin est vraiment très bien foutu. Je pense à cette scène où les deux élèvent leur ki, tu vois les ki qui s'entrechoquent. Je trouve que ça, c'est une scène qui, en manga, est plutôt stylée. Mais dans l'animé, si un jour il y a une adaptation à l'animé évidemment, je suis certain avec une musique épique tu peux rendre la scène culte. J'ai une petite déception quand même, c'est que sur le combat, quand les, tu vois les deux qui se donnent à fond, t'as des auras gigantesques autour de eux, tu t'attends à ce que ça explose de partout. Et au final, tu vois Moro qui sort d'un nuage de fumée en arrière, repoussé par le souffle de Goku. Ah, c'était une petite déception. Après, niveau chorégraphie, c'est plutôt pas mal. J'ai un problème par contre quand même avec ça, c'est que déjà le découpage de Toyotaro comme d'habitude il est un petit peu dégueulasse, donc la chorégraphie si tu veux elle est un petit peu gâchée par ça. Puis des fois t'enchaînes des mouvements qui sont ultra stylés, genre le moment où Goku met son coup de pied à Moro, Moro bloque le pied en même temps, il le claque au sol, mais Goku avec la force de sa jambe il arrive à renvoyer Moro. La scène est... franchement elle en jette. Mais juste après t'enchaînes avec Goku qui envoie une pluie de Kikoa en version attaque spéciale Xenoverse 2. En fait, c'est ça un peu le problème, c'est que tu commences avec un bon début de chorégraphie et derrière t'enchaînes avec un truc basique qui n'impressionne plus personne quoi. Du coup, concernant le découpage, j'ai trouvé que c'était mieux que d'habitude par moment et des fois, mais c'est complètement à chier. Je pense à la scène où Goku il envoie un coup de pied dans la main de Moro pour lui dévier sa boule, derrière il lui met un coup de coude. Ça, cette page, franchement, elle est très bien. Mais tu regardes, c'est la page juste après. Goku il met son coup de pied, tu vois un plan de Goku qui donne le coup de pied à Moro, tu vois le plan de loin de Goku qui a mis le coup de pied à Moro. Ensuite tu vois Moro qui commence son action de choper le pied de Goku. Ensuite tu vois l'action du... il a les mains sur le pied de Goku. Et après tu vois l'action de Moro qui va lancer Goku. En fait t'as des pages où ça fait vraiment bien et dynamique et t'as des pages comme celle-ci qui sont vraiment pas dynamiques en fait. J'ai noté une deuxième déception sur le combat Goku-Moro, c'est l'impact sur l'environnement. Moi, dans le dernier chapitre, ils m'ont fait espérer des choses. Gohan il dit ouais papa t'inquiète pas, la Terre même si elle est détruite pendant votre combat, on a toujours les Dragon Ball et tout, on les a rassemblés, tout ça. Je me suis dit la Terre elle va prendre cher, le combat il va être épique, ça se trouve elle va exploser la Terre. Au final c'est un combat digne d'un combat DBZ quoi, les coups ils font vibrer le sol quoi, ça soulève des cailloux. C'est un peu dommage, moi je m'attendais vraiment à une vraie démesure dans le combat, je m'attendais à ce que, je sais pas, ça fasse un peu comme quand tu vois le combat Goku contre Jiren là dans l'animé, qui détruit tout autour. Moi je m'attendais à ça. Après une chose qui a été critiquée dans ce chapitre un petit peu à tort je trouve, c'est le traitement de Goku. En fait Goku du coup il est en ultra instinct, enfin en prémisse de l'ultra instinct. Et il se fait surclasser, dans tous les niveaux par Moro il se fait surclasser. Du coup il se donne à fond logiquement. Et les gens visiblement n'aiment pas le fait qu'il se donne à fond. Mais en fait je comprends pas ça en fait. Genre il se pose, il se dit merde, je peux rien faire contre Moro, je peux me donner à fond. Et du coup il va augmenter son niveau de puissance. Et les gens critiquent ça mais c'est con. Enfin genre l'ultra instinct, enfin les prémices de l'ultra instinct ne peuvent rien faire contre Moro. Sachant que Moro c'est un adversaire qui surclasse Goku dans tous les niveaux, en fait il n'y a pas 36 000 solutions. C'est pas comme contre Jiren au tournoi du pouvoir où tu peux le battre sans forcément le tuer ou le mettre KO, t'as juste à le sortir du ring, casser le caillou en dessous de lui, je sais pas. Il y a plusieurs idées. Mais contre Moro, tu peux pas faire ça. Contre Moro, la seule issue c'est de le surclasser niveau puissance en fait. Et maintenant que Moro est plus fort que Goku, faut bien que Goku essaie de réduire l'écart quoi, l'écart de force.
c'est normal qu'il se donne à fond et qu'il augmente son niveau de puissance. C'est même pas incohérent avec l'ultra instinct en fait, c'est juste logique, il a pas le choix, il augmente son niveau de force. Je sais pas, il se donne à fond quoi, c'est dit dans le chapitre. Vous reprochez à Goku de se mettre à fond. C'est bête je trouve en fait. Je pense que les gens ont reproché à Goku de monter son niveau de puissance en pensant que ça allait être en dépit de son niveau de vitesse. Sauf qu'à aucun moment ils ont dit que Goku perdait de la vitesse en augmentant son niveau de puissance. Bah en tout cas dans des baisses avec l'ultra instinct. C'est juste que voilà, bah il se donne à fond. Encore une fois, je trouve que ça gueule énormément pour rien. Énormément. Déjà, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la forme qu'on voit dans le chapitre, c'est pas l'ultra instinct, c'est les prémices de l'ultra instinct, ou les signes de l'ultra instinct. Ça veut dire que c'est même pas encore l'ultra instinct, c'est juste un teasing en fait. Un teasing de la puissance, un teasing du pouvoir de l'ultra instinct. Donc, c'est normal en fait, si tu veux, que dans la manière que Goku il a à se battre, on retrouve pas tout le temps des esquives, tout le temps des coups surprises bien placés, des coups... Enfin voilà, des coups instinctifs si tu veux. C'est totalement normal en fait, parce qu'il a pas la technique. Déjà, même que quand il l'a, il la maîtrise pas, mais là il l'a même pas, c'est juste des prémices. C'est juste un stade en dessous, un stade de teasing comme je viens de dire tout à l'heure. Donc c'est normal qu'il ait pas tous les pouvoirs de l'ultra instinct, c'est normal que l'essence même de l'ultra instinct ne soit pas respectée à fond parce que c'est juste des prémices. Il y en a qui disent aussi que le fait de crier ou de serrer les dents ou tous les mimiques là que Goku il peut faire pendant le chapitre, c'est une incohérence à l'ultra instinct. Encore une fois, bon, je viens de te dire les prémices, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'ultra instinct. Enfin si, ça a à voir, mais voilà, j'ai pas compris. Juste quelque chose. C'est pas parce que Goku crie qu'il est en colère. Ça, c'est une gimmick des shonen de crier juste pour augmenter son niveau de puissance, c'est ça en fait. Le fait que Goku il crie, c'est juste pour montrer qu'il monte sa puissance. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en colère. C'est comme ça dans tous les shonen, hein. Surtout Dragon Ball, mais aussi tous les shonen. Et puis honnêtement, hein, le fait qu'il crie, franchement, pourquoi vous gueulez après le fait... Pourquoi, c'est quoi votre problème avec le fait que Goku Ultra Instinct il crie en fait? Même imaginons que ça voudrait dire qu'il se met en colère. Pourquoi aujourd'hui ça vous dérange, mais ça vous dérangeait pas dans l'animé Dragon Ball Super quand Goku il criait sa race pour niquer Jiren? Ou même Kefla. Quand Kefla il se met à crier, il relâche un ki énorme en criant. Et donc, selon votre logique, en se mettant en colère. Et à l'époque vous trouvez ça génial. Et aujourd'hui vous êtes les premiers à critiquer. Je comprends pas. Parce que Nerus nous dit clairement pour atteindre l'ultra instinct, il faut savoir maîtriser ses émotions, ne pas succomber à la colère, tout ça. Oui, ça c'est pour atteindre l'ultra instinct, mais faut pas oublier que Goku il est pas en ultra instinct, il est en prémisse de l'ultra instinct. Et c'est justement pour ça qu'il arrive plus à atteindre cet ultra instinct, à la rigueur même. Si vraiment vous avez raison sur le fait que crier ça veut dire en colère, justement ça prouve d'autant plus que Goku il est qu'en prémisse de l'ultra instinct et que l'ultra instinct il est encore loin. Et justement, ça explique pourquoi il arrive pas à l'atteindre aujourd'hui alors qu'il arrive au tournoi du pouvoir. Parce qu'il arrive pas... En fait, contre Jiren, si tu veux, c'était juste un combat. Goku, il avait pas de raison d'en vouloir à Jiren, rien. Genre, c'était juste un adversaire sur son chemin qu'il avait pas le choix d'affronter à cause du tournoi du pouvoir. Donc il avait pas spécialement de raison d'être en colère ou quoi. Pour maîtriser ses émotions, c'est déjà beaucoup plus simple. Dans l'arc Moro, il se bat contre un gars qui vient de génocider Namek devant ses yeux, qui lui a détruit sa race à lui et à Vegeta juste avant. Là il allait s'en prendre à la terre, c'est un peu normal, je trouve qu'il succombe à la colère et que du coup il arrive pas à maîtriser l'ultra instinct. Enfin, genre, je veux dire, c'est logique en fait, c'est cohérent, je sais pas. En fait, moi je vois ça, je me dis c'est facile à comprendre, mais visiblement il n'y a pas tout le monde qui le comprend. Et je me dis, les gens trouvent que Dragon Ball Super c'est simple, mais quand tu vois qu'ils comprennent pas, bah c'est... Soit c'est pas aussi simple que ça, soit c'est juste eux qui sont un peu cons. Enfin, je sais pas, faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Et du coup on va revenir sur la façon de se battre de l'ultra instinct. Comme je disais, enfin des prémices de l'ultra instinct encore une fois, parce que c'est pas vraiment l'ultra instinct. Comme je disais pour le combat Goku contre Moro, en fait si tu veux l'ultra instinct c'est quelque chose qui est censé booster tes capacités de réflexe, d'esquive, de contre-attaque si tu veux. C'est censé les booster, c'est pas censé te rendre parfait, ça veut pas dire que parce que tu as l'ultra instinct tu vas esquiver absolument tous les coups. Par exemple, si Krillin demain a l'ultra instinct contre Goku Super Saiyan 3, peut-être même déjà contre Goku Super Saiyan 1, il se fait quand même niquer. Et là c'est un petit peu pareil. Goku il a les prémices de l'ultra instinct, encore une fois il a pas le vrai ultra instinct, il a seulement les prémices.
Donc le boost, j'imagine, de capacité à esquiver et contre-attaquer est encore plus bas que celui de l'Ultra Instinct normal. Donc Moro qui est surclasse à tous les niveaux, niveau vitesse, niveau puissance, etc. En fait c'est logique. Goku il essaie de se protéger, mais au bout d'un moment, il essaie de se protéger, il essaie d'esquiver. À un moment il est juste surpassé niveau vitesse, c'est une vitesse à laquelle son Ultra Instinct ne peut pas... Enfin ses prémices de l'Ultra Instinct ne peuvent pas suivre. Comme contre Jiren en fait. Contre Jiren, Goku prémisse de l'Ultra Instinct, il se faisait ken par Jiren, c'était pareil. Parce que Jiren le surclassait niveau puissance, niveau vitesse, du coup les prémices ne pouvaient pas suivre. Ensuite il a eu le vrai Ultra Instinct et à partir de ce moment il a commencé à vraiment faire match. Bon du coup maintenant on va s'attaquer au cas Beerus. Parce que c'est un passage qui est très court dans le chapitre, mais qui est quand même ultra important. Tu vois, dans ce moment-là, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir regarder les expressions des personnages. Regarde juste la gueule que Beerus il fait tout le long de la scène. Regarde juste le regard que le Beerus il fait. Regarde seulement ça. Mais je sens qu'il y a une dinguerie qui va arriver bientôt. La case juste en dessous. Il dit eh oui, j'ai dit que j'ai faim, je veux bouffer quelque chose de savoureux. Regardez encore le plan, regardez encore le visage que Beerus y fait. Habituellement Beerus quand il parle de bouffe, il a toujours un visage blasé. Genre en mode eh oui, fais-moi à manger. Là, il le dit avec un regard sérieux, un regard un petit peu pensif, déterminé comme ça. T'as l'impression qu'il a une idée derrière la tête. Donc je peux rien teaser hein. Ça pourrait bien que dans 2-3 chapitres, on a un combat de Beerus Moro. Hein. Je pense que là, Beerus il est en mode je veux bouffer quelque chose. Mais dans sa tête, il commence à réfléchir au fait d'aller affronter Moro. Moi je vois bien quelque chose. Je vois bien Beerus aller dire ouais vas-y je vais botter le cul à Moro. Comme ça après on pourra aller manger sur Terre, un bon festin chez Bulma, quelque chose comme ça. Je vois trop ça arriver. Ça veut pas dire que Beerus va battre Moro, ça peut même dire que Moro va battre Beerus. Et là, ça prendrait des proportions de dingue. On va profiter de ce cas Beerus pour parler aussi un peu de Merus et de Whis. On voit un Merus très intriguant, mais moi je trouve aussi que Whis est intriguant. Tu regardes Merus, quand Whis lui fait son speech comme quoi perdre la Terre, ça ferait partie du cycle naturel des planètes et qu'il faut pas intervenir sur ça. T'as Whis qui rajoute, si quelqu'un doit empêcher ça, c'est soit les Kaioshin, soit les dieux de la destruction, mais surtout pas les anges ne doivent pas intervenir, n'oublie jamais ça, il lui dit. Regarde la gueule de Merus, le temps qu'il met à répondre, pour lâcher juste un bien. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec Merus. De toute façon ça pouvait pas s'arrêter là, c'était sûr déjà de base. Mais moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est pas le fait que Merus intervienne, bah si c'est intéressant, mais je veux dire, le plus intéressant en tout cas dans tout ça, c'est quel rôle Whis va jouer là-dedans. Parce que si Merus intervient contre Moro, malgré toutes les mises en garde de Whis, mais du coup, est-ce qu'il irait à l'encontre de Merus? Donc est-ce que du coup, il irait à l'encontre aussi de Goku? Parce que je pense que Goku, comme il est un peu pour la justice entre guillemets, il aiderait Merus. Est-ce que Whis pourrait même devenir méchant? Imaginez Whis grand méchant de l'arc ou Whis grand méchant de Dragon Ball Super. Là c'est vraiment une fan théorie que je suis en train de faire un peu à la con, mais en vrai ce serait génial. Puis surtout, regarde les expressions encore une fois de Whis. La manière avec laquelle il s'adresse à Merus, enfin genre, il a un regard, il est malsain, je le trouve malsain son regard. Moi à la limite, ce que je vois, c'est Whis se mettre en travers du chemin de Merus, genre vraiment tu vois, lui faire du sale quoi. Et à la rigueur, genre tu sais, Merus après il a des problèmes avec le grand prêtre et tout, genre il va se faire détruire ou je sais pas quoi. Et à la rigueur, Whis au dernier moment il se dit vas-y, je vais rejoindre Merus, je vais rejoindre Goku, je vais les aider à combattre le grand prêtre. Je sais pas, je dis une connerie franchement. Ce serait pas génial. Le jour où un truc comme ça vient dans Dragon Ball Super, c'est pas si ça vient, hein, mais si un jour il y a ça, Dragon Ball Super, ça sera devenu incroyable. Mais franchement, plus je vois l'arc Moro et plus je vois les attitudes de Merus, Beerus et de Whis, plus je me dis que c'est franchement possible. De toute façon, je pense pas qu'on ait créé des personnages comme Merus, Whis et Beerus uniquement tout le long pour
Ouais, on a faim, on a envie de manger. Oh, regarde ce combat de Goku, il a bien progressé. C'est sûr qu'il va se passer un truc avec eux. Parce qu'en plus, depuis le début du manga, on nous les montre comme des gens qui sont tellement forts qu'ils s'en foutent des combats. Imagine seulement un jour, genre, Virus il est dépassé ou Whis il est dépassé. Sachant qu'on a l'habitude de les savoir trop forts, de les savoir trop cheatés, de les savoir, c'est des Deus Ex Machina actuellement si tu veux. Mais le jour où ils se feront surpasser, tellement on a pris l'habitude en fait que ce soit un peu des sécurités quoi, Whis, Virus et tout, de se dire ouais bah si on est dans la merde, Whis il pourra peut-être remonter le temps, ou alors Virus il pourra peut-être venir donner un coup de main. Le jour où ils seront dépassés et qu'il y aura plus ça, on va tomber de haut. Bon alors évidemment ce qui a dû faire le plus polémiquer dans ce chapitre, c'est l'arrivée de Vegeta. En même temps l'arrivée de Vegeta on nous la tease depuis au moins quoi 5-6 mois, peut-être 7 mois. Pour le moment on peut pas forcément dire qu'on est déçu parce qu'honnêtement il est juste arrivé sur Terre et il a même pas commencé le combat encore. Surtout le truc qui a été vraiment critiqué c'est le fait qu'il apprenne le déplacement instantané. Ça honnêtement je pense que c'est vraiment trop subjectif. En fait, tu peux pas donner d'avis objectif dessus. Tu peux pas, c'est impossible. Parce que chacun a sa vision des faits, et je pense que chaque vision des faits est un peu une bonne réponse si tu veux. Il y en a qui sont dans un principe du la téléportation est la marque de fabrique de Goku, il y a que lui qui doit l'avoir. Alors, d'accord, mais même s'il y a que lui qui l'a dans les Z-Warriors et que c'est un petit peu sa marque de fabrique effectivement, parce que c'est lui qui l'utilise le plus, faut pas oublier que ça reste une technique Yardrat et qu'il y a potentiellement des milliards de Yardrats qui la connaissent, la téléportation. Donc une technique, de dire c'est une technique de Goku, bah non en fait, il y a plein de Yardrats qui la maîtrisent. C'est la technique de base en plus, c'est genre le truc le plus simple à apprendre. Donc de créer un mythe autour de ça, je trouve ça un peu con. Surtout bon, même les Kaioshin l'utilisent, la téléportation, même si c'est pas la même. Moi perso, je vois le truc beaucoup plus compliqué que ça. Parce que moi en fait si tu veux mon ressenti sur sur cette idée de téléportation, ce qui pour moi rend vraiment légitime le truc, c'est qu'en fait l'idée de la téléportation de Vegeta, ça aboutit quelque part à un arc narratif qui a duré pendant tout Dragon Ball Super. Parce qu'il y a des gens certainement qui vont me dire mais de quoi tu parles? Je sais pas si vous avez remarqué mais tout au long de Dragon Ball Super il y a un running gag assez fréquent sur la téléportation. Dans l'arc Fukatsu no F, donc la résurrection de Freezer, il y a Goku qui tend la main à Vegeta pour se téléporter. Vegeta il a pas envie mais bon il a pas le choix. Mais donc il va pas lui donner la main, il va mettre la main sur son épaule. Ensuite il y aura le cas encore dans DBS Broly. Goku il veut lui prendre la main de force. Et tu vois quand Vegeta il vient de se faire téléporter, Vegeta il secoue sa main en mode ça l'a dégoûté de toucher la main à Goku pour le téléporter. Ensuite dans l'arc Moro, au tout début, vous vous en souvenez peut-être, Goku lui propose de se téléporter avec lui pour aller chez Satan quand ils apprennent que des criminels auraient kidnappé Majin Buu. Vegeta lui dit quoi? Il lui dit non, bah écoute ta technique, je peux aller chez Satan en 5 secondes en vol. Je vois pas pourquoi je me réduirais à me téléporter avec toi. Et ensuite ça devient plus sérieux. T'as le moment où Vegeta apprend que Namek est en danger et que Goku est obligé de se téléporter pour aller les aider. Et il va tendre sa main à Vegeta et là Vegeta il a pas le choix, il faut faire vite quoi, il est dans l'urgence, il s'inquiète pour les Namek. Il lui donne la main. Et en fait tu te rends compte que petit à petit, ce running gag sur la téléportation devient de plus en plus sérieux. Au départ c'est vraiment du comique pur. Et petit à petit, ça en montre vraiment sur le caractère de Vegeta. Et justement là il arrive chez les Yardrats, il a pas le choix s'il veut aller sur Terre. Bah, à la base il a pas le choix s'il veut aller sur Terre, il doit apprendre la téléportation. Et du coup, c'est un petit peu l'aboutissement, il se dit vas-y je vais l'apprendre. Tant pis, je sais que c'est la technique de Goku, c'est sa marque de fabrique, en tout cas. Mais j'ai pas le choix. Et je trouve que c'est bien, en vrai. C'est un bon choix. Même si je suis pas fan du tout du fait de... Ouais, bon, je pourrais l'utiliser qu'une fois. Enfin, je trouve ça un peu con, en fait. Surtout que, bon... T'as Bibala qui lui dit ouais, je peux te ramener sur Terre, en fait.
Goku il a perdu sa forme divine, donc je peux ressentir son ki, bien je le téléporte. Et Vegeta lui fait ouais non, c'est bon maintenant je sens que je peux le faire. Ça j'ai quand même trouvé ça vachement bon par contre. Est-ce que c'était vraiment utile de faire ça en vrai? En fait du coup tu te dis il a pris la téléportation pour rien. Enfin genre si Pibala pouvait le faire, certes ça aboutit à un arc narratif, ce qui rend le truc légitime. Mais dans ce cas là il fallait pas rajouter la phrase de Pibala, vas-y je te ramène sur Terre. Surtout que clairement, au début Pibala il nous dit ouais je peux pas téléporter les gens sur d'autres planètes. Enfin je peux pas me téléporter sur d'autres planètes. C'est contraire à la loi qu'on s'est donné nous les Yardrats et tout. Là c'était intéressant, tu te dis bon ça explore le lore de Dragon Ball, ça t'en explique plus sur les Yardrats, leurs coutumes et tout, c'est cool tu vois. Et du coup ça rendait encore plus important le fait que Vegeta doive apprendre la téléportation. Moi c'est vraiment ça en fait qui me gêne dans cette idée de la téléportation, c'est que Vegeta l'apprend pour rien puisqu'en fait Pibala lui propose quand même de le téléporter. Donc moi si tu veux j'aime bien le risque que Toyotaro a pris parce que c'est vraiment un tournant dans Dragon Ball quand même Vegeta qui apprend la téléportation. Mais il l'apprend pour rien. Surtout qu'il dit clairement je pourrais plus l'utiliser après. Alors il dit je pourrais plus l'utiliser après, peut-être que justement c'est une manière de dire que justement qu'il va la réutiliser plus tard, genre en mode ouais je compte pas la réutiliser mais à un moment donné il aura plus le choix, il va la refaire. Dans ce cas là je dis ok pourquoi pas, ça se tient. D'ailleurs j'ai vu des gens trouver des incohérences sur l'écriture de Vegeta par rapport à... pas par rapport à la téléportation mais par rapport à ce qu'il l'apprenne aussi vite. Parce que clairement Pibala il dit quoi? Il dit ouais Vegeta t'es un génie. C'est ça en fait le fruit d'un talent inné, quelque chose comme ça il dit dans le chapitre. Et il y a des gens qui sont contre ça parce qu'ils disent que Vegeta c'est quelqu'un qui est devenu fort, il est devenu ce qu'il est avec les efforts qu'il mettait pendant les entraînements. C'est vrai, mais c'est aussi un prodige à la base. C'est pour ça que c'est un Saiyan d'élite justement en fait. C'est un Saiyan d'élite parce que de base c'est un prodige, il a un talent inné pour le combat et il l'a renforcé avec sa détermination pendant les entraînements. Contrairement à Goku qui n'était pas un prodige à la naissance, mais qui lui s'est donné encore plus que Vegeta, je vois pas en fait il est où le problème avec le fait que Vegeta il dise que c'est un prodige. C'est d'ailleurs un petit peu la morale de l'arc Saiyan d'ailleurs. Quand Goku il dit à Vegeta ouais même une classe inférieure peut surpasser l'élite à force d'efforts. Alors après évidemment Vegeta maîtrise un peu vite la téléportation quoi. Genre il l'a peut-être maîtrisé en genre 20 minutes. C'est vrai que c'est bizarre, mais pas tant que ça en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu te souviens quand Vegeta il fusionne avec Goku en Végéto dans le DBS? Il comprend vite fait comment maîtriser le Super Saiyan Blue comme Goku. Genre le fait d'avoir fusionné avec Goku, il se dit tiens, Goku il a un Super Saiyan Blue qu'il peut perfectionner de manière à ne pas perdre l'énergie, de manière peut-être à détruire son cœur, mais il pourra utiliser le pouvoir du Super Saiyan Blue beaucoup plus longtemps. Le fait d'avoir fusionné avec Goku, il comprend ça, mais en plus il comprend comment le faire. Et donc il va s'entraîner un petit peu avec Whis, et tu vas te rendre compte qu'il va le réussir dans son combat contre Beerus. En gros ce que je veux dire, c'est qu'en fusionnant avec Goku, il a appris un petit peu comment Goku il fait pour mettre au point ses techniques, si tu veux, c'est à peu près ça entre guillemets. Sachant que avec Végéto et avec Gogeta, ils ont utilisé la téléportation en plus. Je trouve que ça fait une bonne base pour expliquer que Vegeta maîtrise la téléportation. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'un jour Vegeta il sorte un Kamehameha. J'aimerais pas, hein, mais ce serait cohérent quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre et cette review. Chapitre qui n'est pas mauvais en soi, qui est même plutôt bon, correct en tout cas. Après, il n'est pas exceptionnel non plus. Hein. Enfin, il fait le taf, mais franchement, je peux comprendre qu'on soit déçu. Parce que même moi, j'attendais beaucoup mieux. Honnêtement, j'attendais beaucoup mieux du combat Goku contre Moro. Et je m'attendais peut-être aussi à mieux pour l'arrivée de Vegeta. Je m'attendais à un truc de plus surprenant et de plus épique. Ouais, j'aurais laissé du suspense pour l'arrivée de Vegeta. Genre j'aurais fait Goku qui se fait défoncer, les cyborgs qui se font défoncer, Gohan et Piccolo qui se font défoncer, la Terre qui commence à un petit peu à prendre cher. Genre je sais pas, Moro il absorbe l'énergie de la Terre, je sais pas, je dis une connerie. Tu sens vraiment que c'est la merde.
Et là Vegeta apparaît. Mais je me dis que s'ils l'ont pas fait pour Vegeta, c'est peut-être justement ils l'attendent. Ils attendent cette situation. Je me dis que s'ils l'ont pas fait pour Vegeta, c'est parce qu'ils veulent le faire pour Beerus. Ou alors pour Merus. Ou peut-être même pour Freezer. Parce que Freezer on l'oublie trop vite hein. Mais je tiens à rappeler que dans le chapitre bonus qui est sorti avec le tome 12, Freezer nous parle de venir sur Terre. Tu vois, l'arc Moro il a tellement de portes, il a tellement de potentiel. Je pense que il y a trop de trucs à faire. Et si vraiment ils prennent... si vraiment ils sont dans la simplicité, qu'ils se contentent juste de faire là dans 2-3 chapitres, Vegeta qui bat Moro et basta. Ou alors Vegeta il perd, Goku il revient, Ultra Instinct cheveux gris. Et là il bat Moro. S'ils font ça franchement... ce serait tellement du gâchis. Franchement, je pense que je serais le premier à détruire DBS s'il se passe ça, je serais vraiment le premier à le détruire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que aussi quelque part, ce qui fait que encore aujourd'hui, je suis enthousiaste sur DBS, c'est je me dis, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de trucs à faire. Moi, en fait, si tu veux, j'imagine des trucs de ouf à chaque fois, et du coup, je me hype tout seul, en fait. Et même quand des portes sur mes théories viennent à se refermer. J'espère toujours, enfin je trouve toujours quelque chose d'autre qui peut se passer. D'ailleurs faut pas oublier un truc aussi, c'est que Seven Three et Shimoreka ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours en liberté, eux aussi ils vont s'en servir. Donc c'est pour ça l'arc Moro il est vraiment pas prêt de se terminer. Hein. Moi je vous le dis, il est vraiment pas prêt de se terminer. Je vais revenir sur un truc vite fait avant de mettre fin à cette vidéo. Je voudrais parler des fans, entre guillemets, de Dragon Ball Super, bah de Dragon Ball quoi, communauté Dragon Ball, qui critique Dragon Ball Super. Et un truc que j'arrive pas à comprendre, ces gens là c'est les premiers à critiquer, à chier sur le manga, à chier sur Toyotaro et tout. J'ai juste une question à vous poser. Pourquoi vous continuez à regarder en fait? Enfin genre si ça vous fait du mal en fait, pourquoi continuer à regarder tout simplement? Je vous comprendrai pas en fait. Parce qu'il y en a qui disent que que les gens qui aiment DBS c'est des cons. Mais j'ai envie de te dire qui c'est le plus con dans l'histoire. Celui qui aime DBS et qui continue à regarder, ou celui qui n'aime pas DBS et qui continue quand même à regarder et qui en plus le regarde jour 1, genre à peine le chapitre qui est sorti ils l'ont déjà eu. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse. Cette review est terminée. J'espère que elle m'aura pas pris trop de temps, j'ai quand même parlé pendant presque une heure, hein. Voire plus qu'une heure peut-être. J'espère que j'ai réussi à couper ça un peu au montage. Sur ce, je vous laisse, je vous dis au revoir et vivement le mois prochain et voir ce que ça va donner ce fameux combat Vegeta contre Moro.